Bien. Bonsoir et heureuse année 2024 à vous tous, que chaque jour de la nouvelle année vous apporte paix, amour, bonheur et réussite dans toutes vos activités. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir dans le cadre de cet exercice de redevabilité, le premier de l'année 2024. Une année qui commence plutôt dans le sourire, un peu comme je peux le voir dans l'expression de vos visages. C'est signe que nous avons relevé beaucoup de défis au cours de 2024 s'ouvre plutôt sous les meilleurs auspices. Nous avons eu des élections sans tension, il n'y a pas eu de coupure d'Internet, il n'y a pas eu des stress, des résidences surveillées et autres habitudes du passé, parce que, évidemment, le narratif est en train de changer. Et donc, ce soir, évidemment, nous allons parler du succès du processus électoral, de ce qu'a été le vendredi dernier, avec le traditionnel rendez-vous du vendredi du Conseil de ministres. Le Conseil de ministres où le président de la République nous a entretenu autour de quelques thématiques. Il a parlé évidemment de la campagne électorale, de l'accueil que les Congolais lui ont réservé partout où il est passé. Évidemment, c'était un grand rendez-vous avec les Congolais où il était parti présenter son programme. On est revenu sur de grandes lignes de ce qu'a été les étapes cruciales de la campagne. Mais le président de la République aussi est revenu sur ces cas malheureux que nous avons tous vus dans le Kasaï de cette dame qui s'est faisait molester publiquement, en rappelant qu'il est hors de question que d'aucune manière nous puissions recourir à la violence sur quelqu'un pour ses opinions politiques, parce qu'en démocratie, il faut accepter le fait que d'autres peuvent avoir des opinions qui sont différentes des nôtres. Évidemment, il est revenu aussi sur les affaires de l'État, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé ces derniers mois. Peut-être que Jordan Maïniki a suivi, comme il est très branché sur des questions économiques, le passage de la 5e revue du FMI et les fonds additionnels qui sont arrivés dans ce cadre. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a eu aussi l'occasion au cours de ce Conseil de ministres de revenir, évidemment, non pas pour féliciter les présidents, mais pour saluer la tenue de la campagne électorale qui s'est plutôt déroulée de la meilleure de manière avec toute cette mobilisation autour. Mais vous savez, vendredi dernier, nous étions tous en train de suivre ce qui se passait autour de Kadima, M. Kadima, au centre Bossolo, où nous suivions l'évolution de la publication partielle des résultats. Et ça nous donnait déjà plus ou moins une indication de ce qui est arrivé le 31 décembre dernier. Mais dans son intervention, le Premier ministre est revenu sur quelques points sur lesquels nous sommes penchés, nous les gouvernements. Vous savez que nous observons une période de crues et de fortes précipitations et que plusieurs parties du pays, en tout cas qui longent le fleuve Congo, même ici à Kinshasa, connaissent des crues qui occasionnent à certains endroits des inondations, des glissements de terrain qui aillent dans le Kananga, dans le Kasaï central à Kananga principalement. C'est des sujets d'alerte sur lesquels le Premier ministre travaille plutôt régulièrement. Vous savez que la Cannes commence bientôt. C'est aussi un sujet sur lequel on s'est penché. Et dans les mêmes esprits, il y avait la question de l'approvisionnement en carburant dans la Tchopo en province orientale. Il y avait le prix du carburant a été passé, je pense, à 20 000 francs. Aujourd'hui, il est à 6 000 francs. Parce qu'évidemment, autour du vice-premier ministre, ministre de l'économie, Vital Kamerhe, il y a eu un travail qui est étroit qui a été fait notamment avec les pétroliers. Ils ont pu trouver un accord, parce que vous savez qu'il y a la question du manque à gagner. Je me permets de rappeler ici que le gouvernement subventionne pour 40% les prix du carburant à la pompe pour tous les Congolais, quelle que soit leur couche sociale. Il y a évidemment un manque à gagner qui est payé aux sociétés pétrolières et pour lequel un accord a été trouvé. Un projet d'ordonnance a été préparé. Il n'attend plus que la sanction cette semaine du président de la République pour permettre justement de régler cette question du carburant. Voilà ce que je pouvais dire en liminaire de ce qui était les conseils de ministres de la fois dernière. Maintenant, je voudrais revenir un peu, faire quelques commentaires sur le processus électoral. J'espère que vous tous, vous avez reçu les communiqués que nous avons publiés hier, qui donnait la position du gouvernement après ces processus électoraux. Évidemment que nous avons salué la publication dans les délais convenus par la Commission électorale nationale indépendante des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Le gouvernement a félicité le peuple congolais pour sa participation au processus électoral et sa maturité en ayant choisi librement son président de la République au cours des scrutins du 20 décembre 2023. Nous avons aussi
féliciter la commission électorale indépendante qui, malgré les énormes défis et les différents challenges à relever de Paris de la tenue des élections libres, démocratiques, transparentes, inclusives et apaisées et dans les délais constitutionnels. En attendant la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, le gouvernement a félicité le président de la République, chef de l'État, pour sa brillante élection. Et par la même occasion, le gouvernement a salué la participation sans aucune forme d'exclusion de tous les autres candidats à la présidentielle de 2023. Il encourage les différents candidats lésés à recourir aux voies légales pour toute contestation éventuelle des résultats. Nous avons noté aussi avec satisfaction l'engagement de la Commission électorale nationale indépendante à traiter tous les cas litigieux qui ont fait l'objet des dénonciations durant les processus en cours. Et puis le gouvernement a invité les Congolais, et c'est ce qui s'est passé, à célébrer dans le calme cette belle fête de la démocratie qui vient consolider nos efforts communs pour la construction d'un État fort, prospère et solidaire. Nous sommes tous en attente de la suite de la publication des résultats par la Commission électorale nationale indépendante, et un communiqué venait de nous parvenir ce soir pour dire qu'il y avait un report et que la CENI pourrait éventuellement nous fixer le jour de la publication de ce résultat. C'est compréhensible parce que vous avez suivi qu'il y a un besoin aujourd'hui au sein de l'opinion d'évacuer tous les cas litigés qui ont été relevés ça et là à travers la République, mais des cas qui ne pourront nullement impacter les résultats finaux de l'élection présidentielle. Je les disais en liminaire, un peu en blaguant, mais vous avez noté comme moi que le processus électoral qui connaît, en tout cas qui est dans sa phase d'atterrissage, le processus électoral de 2023 est très différent des processus précédents. Lorsque vous regardez les efforts qui ont été mis, notamment en termes de transparence, je vous parle parce que moi-même je suis co-rédacteur de la loi électorale, la CENI, la manière dont la CENI a communiqué sur les résultats des présidentielles, nous espérons que sur les sites, comme cela a été dit, ils publieront les résultats bureau de vote par bureau de vote pour nous permettre justement de répondre à ces besoins de transparence. Les résultats des élections ont été publiés dimanche en journée, dans une journée ordinaire, sans pression, sans tension, sans coup de feu. Ça vaut la peine de les mentionner parce que nous tous, nous avions assisté aux différentes publications des résultats. Moi, en 2006, je faisais les débats électoraux à Sainte-Anne. On y a passé la nuit. L'abbé Malouma lui est revenu en char de combat. C'est pour vous dire que nous sommes en train, progressivement, de consolider la marche vers notre démocratie. Évidemment, on ne peut pas relever le fait qu'il y a eu des difficultés, notamment d'ordre logistique, le fait qu'il y a eu des problèmes dans quelques coins de la République, dus pour certains cas à l'incivisme de certains, et c'est pour ça qu'on espère que la CENI pourra à son tour sanctionner. Mais vous avez vu qu'il y a eu une grande mobilisation, y compris de vous les médias, dans la couverture de cette campagne et de toute cette question électorale. Pour nous, comme gouvernement, nous sommes fiers d'avoir coécrit l'histoire avec toutes les parties prenantes de la CENI, l'histoire de cette élection qui consacre pour la première fois dans l'histoire un plébiscite, parce que le président de la République a été élu à 73%, il a été élu par tous les Congolais de tous les 4 coins de la République démocratique du Congo. C'est un scrutin qui finalement avait des allures des référendums. Et nous encourageons ceux qui contestent à utiliser les voies légales justement pour nous permettre de faire croître notre démocratie, parce que le champion de la rue est connu, il s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toutes les rues de la République démocratique du Congo ont montré que c'était leur champion, et donc il est hors des questions de penser recourir à la rue pour obtenir ce que le peuple devait donner à travers les urnes. Et au terme justement de la journée du 31 décembre où tous nous étions au QG de la team FATCHI20, où nous avons suivi la publication de ce résultat, le président de la République a eu l'occasion de dire ses premiers mots aux Congolais après sa réélection. Je vous invite à suivre cet extrait qui a été préparé par nos équipes techniques et nous pourrons revenir évidemment pour la série de questions et des réponses. Celles et ceux de nos compatriotes qui n'ont, pour une raison ou pour une autre, pas porté leur choix sur ma personne, je tiens autant à les rassurer de l'exercice de leur droit le plus légitime qu'à les gratifier de mon respect quant à ceux, tout en rappelant que le chantier du Congo
est grand et que du choc des idées jaillira la lumière. Réélu président de tous les Congolais et symbole de l'unité nationale, j'aimerais par ces mots vous rappeler, chères Congolaises et Congolais, qu'indépendamment de nos considérations et visions aussi distinctes qu'elles puissent être, que le Congo a besoin de la contribution de toutes ses filles et de tous ses fils. Voilà, président de tous les Congolais, parce que nous avons vu que certains ont voulu, dans la mauvaise interprétation des résultats de vote, considérer qu'il y a certains endroits où le président de la République n'a pas été élu. C'est totalement faux, parce que ce soir, au moment où je vous parle, le président de la République est le président de tous les Congolais, y compris des autres candidats qui contestent sa victoire ou qui pensent recourir à la rue. Et donc, le jeu démocratique a parlé, il faut que tout le monde puisse y souscrire. On va commencer cette série de questions avec M. Liévin Lusolo. Félicitations du président kenyan, William Ruto, quand on sait qu'il y a des tensions diplomatiques entre les deux pays et que la réaction de ces derniers n'a pas plu à Kinshasa, qui lui demande beaucoup plus d'explications quant à la question de Corneille Nangaa. La deuxième question, c'est peut-être en dehors du cadre électoral, c'est concernant le déploiement des forces de la SADC, aujourd'hui marqué par la présence des casques bleus des Nations Unies sur le terrain au Nord Kivu, dont le mandat a d'ailleurs été prolongé d'un an. Et par contre, l'article 53, alinéa 1er de la Charte des Nations Unies, dispose qu'aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, pouvez-vous nous dire aujourd'hui que le mandat de cette force est offensif? Écoutez, sur cette question spécifique du déploiement de la force de la SADC, nous aurons l'occasion de revenir dessus avec le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Défense éventuellement. Comme ça, nous pourrons aller dans le détail. Ce soir, nous avons voulu faire un focus sur le processus électoral. Je ne saurais donc pas vous donner de réponse à ces propos. Et sur votre première question, comment on a accueilli les félicitations du président kenyan? Écoutez, il y en a eu 15 ou 16 ou 17, et il y en aura encore au fur et à mesure que les jours vont passer. Le président de la République a été élu avec 73% par les Congolais. C'est d'abord la volonté ou la légitimité des Congolais qui compte au-delà de tout. Et donc pour nous aujourd'hui, c'est d'abord saluer et remercier les populations congolaises qui se sont mobilisées massivement pour le voter, mais que par suite, c'est d'usage diplomatique. Ça ne dépend pas des questions qui peuvent nous froisser pour le moment. C'est à ce titre sûrement que le président kenyan, comme les autres présidents, ont adressé des messages de félicitations au président de la République. C'est les signes que notre démocratie est bien perçue aussi dans la région comme dans le monde, parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays subsaharien, et vous avez 44 millions d'électeurs qui étaient attendus. On a eu à peu près 18 ou 20 millions. C'est énorme, ça représente 3-4 fois la démographie de certains pays en Afrique, et donc il est important que l'exemple de la République démocratique du Congo puisse être noté, puisse faire l'objet justement de ces messages de félicitations, parce qu'organiser des élections relève d'un grand défi. Alors, pour ce qui concerne les questions diplomatiques, nous aurons évidemment l'occasion d'y revenir, parce que le président de la République nous a dit en Conseil de ministres que nous devons continuer de travailler. Et nous allons travailler jusqu'à la remise et reprise avec le prochain gouvernement. Ici, les tâches du gouvernement sont connues, les priorités sont connues. J'ai relevé quelques points tout à l'heure lorsque je parlais de l'intervention du Premier ministre. On va rester dans cet esprit. Ici, je m'en vais directement parler de ce que nous avons vu pendant les élections. Et vous l'avez signalé, que même le président de la République en a été choqué. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des femmes molestées. Moi, j'en ai vu 2. Vous avez parlé d'une femme. Et ça nous a vraiment choqués. Alors, l'intolérance qu'on a observée au chef des jeunes, parce que quand on regarde ces vidéos, la plupart de ces personnes sont des jeunes. Est-ce que ces jeunes n'auraient pas été... est-ce qu'il y avait un mot d'ordre qui a poussé ces jeunes à commettre de telles bévues, pas seulement à l'endroit des femmes, mais on a vu aussi cette intolérance au niveau de choix des candidats? Est-ce qu'ils ont reçu un mot d'ordre
ou peut-être on peut attribuer ces comportements à une peut-être déchéance de la jeunesse. D'incivisme, c'est ce que nous avions dit tout à l'heure. Et si vous regardez le compte-rendu qui a été publié, le président de la République a été très très clair à ces sujets. Il est nullement question de donner une quelconque forme de mot d'ordre pour commettre des actes de violence et de tolérance. Nous savons tous que la période de la campagne électorale est une période qui est pleine de tensions. Je veux vous lire un extrait de ce qu'a dit le président de la République justement à ses propos. Il disait « de l'inadmissibilité des actes d'intolérance et des traitements dégradants envers les femmes ». Dans la conclusion de son propos, ayant fait le choix de la démocratie consacrée dans notre Constitution et compte tenu des implications qu'elle revêt, le président de la République a appelé le peuple congolais à garder à l'esprit l'importance du respect de droits fondamentaux dévolus à chacun de citoyens et à veiller à ce que la tolérance et les respects mutuels puissent toujours transcender les débats électoraux et politiques. Ici, c'est bien clair. J'ai eu le temps de le relever sans ambiguïté lorsque j'ai eu l'occasion de rencontrer vos confrères de la presse internationale, parce que certains d'entre eux ont été ciblés. Pascal Moulé-Gouaké qui est avec nous, lui-même a été particulièrement touché par des cas de ce type. Il est hors des questions, et le président de la République a dit, et les services compétents sont en train de travailler dessus pour mettre la main sur ceux qui ont été derrière tous ces actes, en tout cas, qui ont été signalés. Donc ici, il faut qu'on comprenne qu'il est hors de question. On peut évidemment avoir, entre guillemets, des débats houleux lorsqu'il s'agit de présenter nos projets politiques, mais il est hors de question de manipuler les jeunes ou de recourir aux jeunes pour commettre des actes de violence, parce que c'est finalement ces petits actes de violence qui peuvent faire les lits de ceux qui pensent ou de ceux qui disent, d'ailleurs, injustement, qu'il y avait un chaos en République démocratique du Congo le jour du vote. Un bon nombre de questions, mais permettez-moi de résumer même à 2 ou 3. La logistique électorale a eu à causer beaucoup de problèmes. Est-ce que, et ce problème-là est subvenu à cause d'un financement en retard de la CENI? Le gouvernement a financé les élections et ce financement-là a eu de retard, ce qui a causé ce grand retard en termes logistiques. Est-ce qu'il y a eu des dispositions qui ont été prises au gouvernement national pour corriger cela, puisque, vous vous souviendrez ici, plusieurs questions ont été posées au ministre des Finances sur ce retard de ces décisions en termes de financement des différents projets. Puisque si on fait un regard en rétro sur tout ce qu'il y a eu comme problème de financement, vous verrez qu'on a accusé, à tort ou à raison, le ministre des Finances de bloquer des choses. Et la CENI a aussi relevé cela. Il y a eu même une polémique entre les deux Kazadi. Est-ce que le gouvernement a eu à donner des solutions à cela? Écoutez, sur cette question, avant que vous ne puissiez continuer, il y aura évidemment une évaluation qui va être faite, mais la CENI est une structure indépendante qui dépend, parce que la CENI génère sûrement de revenus, mais qui sont réservés au trésor public avec les différentes cautions payées par les candidats, mais la CENI ne fait pas de commerce, entre guillemets. La CENI dépend du financement du gouvernement. On travaille suivant un plan. Et il est évident que lorsque vous organisez une élection dans un pays comme la République démocratique du Congo, vous faites face à des besoins qui sont complexes en termes de logistique. Je le disais, vous avez suivi que le président Kadima a dit qu'il y avait 101 000 candidats. C'est plus du double de l'addition de tous les candidats des élections de 2006, 2011 et 2018. Ça, c'est aussi un aspect qui rend le processus complexe. Et puis, évidemment, nous sommes en saison de pluie, où vous avez des zones dans certaines parties du pays où la logistique est difficile. Et donc aujourd'hui, comme au terme de tout processus électoral, il y aura évidemment l'évaluation dans les différents cadres prévus pour tirer des conséquences et voir ce qui peut être amélioré. Ici, il y avait un souci principal parce que nous avons vu tout surgir les débats entre guillemets sur la légalité. Est-ce qu'on pouvait autoriser les Congolais à voter le jour d'après ou pas? Mais posons-nous la question. Lorsque, pour la première fois, on doit voter les conseils municipaux, Monsieur Patrick Lacoué, combien de minutes avez-vous fait dans les bureaux de vote si vous avez voté? 5. 5 minutes.
Alors, dans un bureau de vote, on attendait à peu près 680 électeurs normalement, et puis 70 bulletins en plus pour les journalistes et toutes les personnes qui votent avec dérogation. Ça fait 750. Si vous devez faire un petit calcul, 750 x 5, ça vous fait 375. Et donc, vous ajoutez 3750 minutes. Vous divisez par 24, ça vous donne le nombre, par 60, ça vous donne les nombres d'heures. Vous voyez que avec le nombre de minutes fait par électeur, même si la CENI avait prévu 11 heures par bureau, on ne serait pas en mesure de terminer, même s'il y a 300 électeurs. Vous voyez, 300 électeurs fois 5 minutes, ça fait 1500 minutes. Lorsque vous divisez 1500 ça vous donne à peu près plus de 20 heures. Ça vous donne presque un jour de vote. Et donc, il faut comprendre aussi les processus en lui-même par rapport à l'étendue du pays. C'est pour ça qu'il est important de tirer les conséquences de ces processus. Et que, pourquoi pas, on envisagerait dans la prochaine loi électorale d'étaler l'élection sur 1 ou 2 jours, premièrement. Deuxièmement, il y avait un principe. On disait 11 heures en fonction de l'heure d'ouverture de bureau. Et c'est la même situation qui a prévalu dans certaines provinces, où les votes ont commencé même un jour d'après. Ici, il y avait un souci principal, au-delà de ces difficultés que nous connaissons du fait justement de la complexité du pays, mais il fallait que les Congolais votent. Parce qu'il y a un débat qui surgit, bon, on n'avait pas le droit, mais comment alliez-vous faire pour gérer, contenir tous ces Congolais qui sont venus parfois après 10 ou 12 heures sans voter et n'ont fait montre d'aucun signe de colère ou de frustration, allant dans le sens de se battre ou de créer justement ce qu'on aurait voulu qu'on appelle chaos. Ouais, tout ça, c'est des conséquences que nous devons tirer par rapport au processus futur. Mais ici, il faut considérer qu'il y avait une volonté claire de laisser voter tous les Congolais. Vous avez prôné le changement de narratif. Votre appréciation sur la communication globale de cette campagne électorale? Merci. Écoutez, j'aurais vraiment du mal à donner un avis qui pourrait être considéré par certains comme objectif, parce que moi-même, j'étais dans l'ambiance de ce qui se faisait. Ici, il faut remarquer que notre démocratie a évolué. On était dans un... Il y a eu plusieurs fois ici des débats, on disait que des candidats seraient exclus. Mais on a fait une élection sans exclusion aucune. Tous ceux qui ont aspiré à devenir candidat président de la République et qui avaient les moyens... le moyen exigé, l'ont été. Tous ceux qui avaient les moyens de battre campagne l'ont fait. Personne n'a été empêché d'aucune manière. Tout ce qui était en mesure de faire la couverture, des journalistes qui venaient de l'étranger, parce que nous, on a vu des journalistes qui venaient ou certains qui venaient avec des équipements le plus sophistiqués, parce qu'on pensait qu'Internet serait coupé, on pensait qu'on serait dans des situations sécuritaires difficiles. Beaucoup ont déchanté. Et c'est une belle leçon que nous tous, nous avons administrée. Parce que dites-vous bien, M. Patrick Lacoué, on aurait pu, comme gouvernement, dire, écoutez, nous savons comment les fake news circulent et comment certaines vidéos peuvent devenir virales sur Internet. On aurait pu, si nous n'étions pas guidés par un souci, justement, de transparence à tout point de vue, on aurait pu couper Internet. À défaut de les couper, on aurait pu recourir à des moyens technologiques pour raccourcir ou ralentir la vitesse des connexions. Mais pourquoi pensez-vous que cela n'a pas été fait? Parce que nous, on voulait la transparence, on n'a rien à cacher. Les difficultés, fort malheureusement, on fait plus attention à ce qui ne marche pas. Là où ça marchait, moi j'ai vu très peu de plaintes venant du Congo central, par exemple. J'ai vu très peu de plaintes venant de Beni Butembo, par exemple. Ou Beni, vous savez que c'est une région qui est assez chaude. Mais pourquoi ne nous sommes pas, nous, focalisés sur les parties du pays où les scrutins fonctionnaient à merveille? On a voulu se focaliser sur des cas spécifiques. Je prends toujours l'exemple de l'ISP Bunia, parce que c'était ça le premier point d'alerte, où des déplacés qui, malheureusement, n'étaient pas en relais, voulaient voter. Et dans la colère, ils ont incendié des machines à voter. Mais le même jour, le gouverneur militaire que j'ai eu au téléphone s'est organisé avec la CENI pour que le compatriote de cette partie du pays puisse voter. Est-ce que les gens sont revenus derrière pour dire, voilà, ce qui s'est passé à Bunia, on a corrigé? Voyez un peu, donc il y a tous ces éléments des décors, mais il faut considérer que l'essentiel a été fait. Pour ce qui concerne votre première question, écoutez, il faudra poser la question au président de la République, sûrement, mais ici, le président nous a dit que nous, comme gouvernement, on doit s'assurer que nous travaillons encore avec plus d'assiduité pour éviter de donner des signaux, comme certains peuvent le penser, des relâchements
Et d'autres pensent, bon, un gouvernement démissionnaire, peut-être que certaines personnes sont pressées de nous voir partir, mais évidemment, nous partirons le moment venu. Il y a eu des élections. On attendra qu'il y ait le bureau, la publication d'abord des résultats provisoires des élections législatives. Après la publication des résultats des élections législatives, il y aura sûrement plus tard une convocation d'une session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Et puis, il ne faut pas oublier que le Parlement, au sein duquel le gouvernement tire ses racines, est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Peut-être qu'il faudra parachever tous ces processus. Mais quoi qu'il en soit, notre détermination autour du président de la République reste la même, de travailler dans l'urgence et dans la diligence pour répondre aux préoccupations des Congolais. Surprise pour ceux qui pensaient que les résultats publiés provenaient quand même d'une compilation. Cette décision de la CENI est-elle de nature, Monsieur le ministre, à rassurer les parties prenantes dans un climat où il y a des soupçons mutuels des fraudes massives? Deuxième question, l'Union européenne a galéré pendant plusieurs mois pour faire accréditer son ambassadeur ici en RDC. C'était durant la période préélectorale. On se rappelle même en 2018, il y a toujours des tensions entre Kinshasa et Bruxelles à la veille des élections. Et subitement, après la publication des résultats, c'est avant midi, le VPM des Affaires étrangères a reçu la copie, l'accréditation de cet ambassadeur. Qu'est-ce qui justifierait en fait ces temps morts, 3-4 mois pour accréditer un ambassadeur? Bon, tout à l'heure, je vous ai dit que le VPM viendrait ici pour parler notamment de questions de la SADC. Ce sera peut-être l'occasion pour lui de donner des réponses à ses propos, parce qu'il y a toujours un processus d'accréditation qui suit son cours. Hein. Je n'ai pas été au détail de fait de ce qui concerne cet ambassadeur de l'Union européenne, mais vous savez que l'Union européenne est une institution partenaire. Il n'y a pas un mois, et d'ailleurs, il n'y a pas 1 ou 2 mois, le Premier ministre était parti avec plusieurs collègues du gouvernement participer à une grande conférence de l'Union européenne. Il y représentait le président de la République, donc il n'y a pas des nuages entre nous et l'Union européenne. Il peut y avoir des questions, notamment lorsqu'il s'était agi du déploiement de la mission d'observation. Il y a des questions, des détails qui doivent être fixés avec des services, et lorsque ces détails ne se font pas ou ne se font pas dans le temps convenu, ça peut avoir des conséquences, mais il y a, à mon avis, pas de matière à dramatiser sur toutes ces choses. Alors, vous parlez de fraude massive, encore qu'il faut être en mesure de le prouver. Et j'apprécie justement ce que vous dites, parce que c'est la preuve que vous suivez avec nous, qu'au-delà de toute polémique et de tout ce qui se dit, la Commission électorale nationale indépendante a travaillé un peu comme Mme Bintou l'avait dit sur ces mêmes podiums, que toutes les étapes prévues par la CENI ont été respectées. Et je ne suis pas à la place de la CENI pour répondre sur les motivations, mais on peut préjuger déjà de quoi il est question. Parce que nous sommes dans une élection à seuil, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau provincial. Il y a eu des soupçons, évidemment, de fraude, comme vous le dites, mais il y a eu des dénonciations qui ont été faites au niveau de la CENI, où il existe une commission. Vous avez suivi que même nous, au niveau du gouvernement, on a bien accueilli l'idée pour la CENI de faire ces toilettages. Je pense que c'est temps d'être mis à contribution pour traiter les différents cas qui ont été observés. Là où il y a eu évidemment de flagrance, il y a, dans ce que j'ai entendu de la CENI, qu'il y a même possibilité d'annuler certains scrutins dans certaines zones. Alors ici, tout ce dont nous parlons là n'aura pas d'incidence sur l'élection du président. Parce que l'élection du président, je disais tout à l'heure que c'était un plébiscite, il est à 13 millions de voix, lorsque son poursuivant est à 3 millions. Et donc, nous tous, nous avons noté la dynamique qu'il y avait ce 20 décembre. Il y avait comme une forme de Fachimania à travers les Congos. Et d'ailleurs, vous avez suivi à ces propos la mission de l'ECC et de Senco, qui était particulièrement entendue sur ces rapports. Ils ont dit sans le dire qu'il y avait un candidat qui sortait du lot, qui avait plus de la moitié des suffrages. Et donc, de ce point de vue, il ne devrait pas y avoir des polémiques. Sur les autres sujets, évidemment, nous continuons à suivre et à monitorer. Nous espérons que la CENI sera en mesure rapidement de nous apporter des réponses. Son motif officiel, c'est qu'il y a une compilation en cours. Évidemment, il y a des compilations en cours au niveau de la CENI, mais vous savez, il faut départager. Il y avait combien de candidats députés? Il y avait à peu près 25 000, il y avait à peu près 32 000 au provincial ou 49 000 au municipal. Mais tout ça, c'est compliqué parce qu'il faut prendre le 1 de tout le monde, de tous ceux qui ont pu avoir une voix, parce que c'était important, une voix dans un bureau.
et réussir à dégager les partis qui auront atteint les seuils au niveau national, au niveau provincial. Ensuite, voir comment on fait l'attribution de sièges. Il y a des génies sans doute qui travaillent à la CENI. Nous espérons que dans les meilleurs délais, ils publieront les résultats.